Nous sommes à Nancy. Laura Friss a 20 ans. Elle est au cœur d'un drame qui a déchiré sa famille. Un jour, elle se confie à sa mère, Sylvie. Elle lui avoue qu'elle a été violée par son cousin Germain. Je vois ma fille assise dans sa chambre. Elle était assise sur son lit avec les jambes croisées. Et puis elle me dit, maman, tu m'aimeras plus. Je lui dis, mais Laura, pourquoi? Elle me dit, maman, tu m'aimeras plus. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu? Et elle me regarde, elle me dit, je me suis fait violer. Je suis tombée. Par qui? Maman, tu m'aimeras plus. J'ai dit, Laura, il faut que tu me dises par qui? Elle me dit, par le Michael. Michael est le cousin de Laura. Le jour où il apprend que sa fille a été violée, son père, Xavier, devient fou de colère. Mon père, c'est à partir du moment où il a appris ce qui m'était arrivé, et ben c'était plus lui. Il n'avait plus aucune joie de vivre. Et être en face de l'agresseur de sa fille, je ne sais pas ce qu'il pouvait ressentir, mais à mon avis, évidemment, mon père, il ne voulait pas le tuer. C'est ce qu'il a toujours dit, c'est ce qu'il dira toujours. Moi, je le crois. Et malheureusement, si ça en est arrivé là, ça aurait jamais dû arriver aussi loin, c'est clair. Mais j'en voudrais jamais à mon père. Je lui dirai jamais c'est mal ce que tu as fait, parce qu'il l'a fait pour moi. La haine de Xavier envers Michael grandit chaque jour. Tout le monde sait qu'un drame va se produire. Le jeune homme a été mis en garde par sa tante, Paggy. La dernière fois que je lui parle vraiment, je lui dis « Michael, méfie-toi, il te tuera ». Il m'a dit « Oui, je le sais ». Il m'a dit « J'essaierai de jamais lui tourner le dos ». Comme on allait faire ailleurs, je le voyais pratiquement 2 à 3 fois dans la semaine où on allait ramener la ferraille et tout. Et il m'a dit « Ouais, de toute façon, tôt ou tard, je l'aurai et tout ». Michael nie avoir violé sa cousine. Il se rend de lui-même à la police. Placé en garde à vue, il est relâché 24 heures plus tard, faute de preuves. Mais aujourd'hui encore, qu'on me ramène la preuve que Michael l'a violée. Ah, si on a voilà. Voilà, qui nous ramène la preuve que Michael l'a violée. On ne demande pas plus, on demande ça. Mais plus personne, Michael il est déjà plus là pour se défendre, déjà d'une. Il n'a plus le droit à la parole, il lui a enlevé la parole, il n'a plus le droit de parler lui. Et croyez-moi que si Michael il aurait fait ça, jamais, encore aujourd'hui, il se cacherait. Je n'ai pas énormément, ouais. Mais je n'ai quand même plus. Michael avait construit une famille. Il avait une compagne, un bébé de 9 mois et travaillait comme soudeur à Thionville. J'ai vu des photos quand, là déjà. Il était bien avec sa femme, on voyait vraiment. Il a rigolé avec sa femme, il prenait son bébé. Le Kenzo, il était petit. Il m'a encore rappelé, il m'a dit, viens, le petit, il aime bien. Et c'est vrai, le petit, il me faisait toujours des smileys jusque-là. Quand il me voyait, il me disait, viens lui faire des bisous, tout. Et je venais, je lui faisais des bisous. Le 28 août 2007 au matin, Xavier Bodin se lève et décide de venger sa fille. À 5h30, il se cache à côté du domicile de Michael, à Youtz. Paggy est une des premières personnes arrivées sur les lieux juste après le drame. Accompagnée de la mère et de la sœur de la victime, elle veut nous montrer l'endroit où Michael a été tué. Il y a encore une trace. Là, ici. Michael, il s'effondre ici, en fait. Ici, il y a encore la trace. Moi, je revois Michael, je le revois là, par terre, en train, à ce moment-là, encore de respirer, quoi, hein, parce qu'il respirait encore, je l'ai vu, moi. Et à se dire que c'est son dernier souffle qu'il a laissé ici, quand même, c'est difficile, quand même. C'est difficile. Bon, de toute façon, malgré tout, même si Michael n'aurait pas dit à sa copine que c'était Bodin, on le savait tous que c'était lui, parce qu'il n'avait pas d'ennemi à ce point qui voulait le tuer. Hein. À part lui, il n'y avait personne d'autre. Hein. Mais heureusement encore qu'il arrive dans son dernier souffle, en fait, il dit que c'est... Il dit le nom de son assassin, quoi. Hein. C'est ça, hein, qui... Ouais. Alors imaginez-vous, la dernière image qu'il doit voir, quand même, c'est lui, quoi. C'est les yeux de Bodin, quand même, qu'il doit voir. Hein. Paggy a assisté à la reconstitution organisée par la justice. Xavier Bodin a tout expliqué aux enquêteurs. Quand Michael fait le trajet avec le vélo, il est là, il est entre deux voitures,
comme ça. Il attend que Michael passe avec son arme. Et quand Michael passe, il le voit passer. Bon, Michael, forcément, ne le voit pas parce qu'il y a 2 voitures. Il se lève et il fait... Il tire. Ça fait qu'au bout de la rue, Michael arrive à pédaler jusqu'au bout de la rue. Il tombe de son vélo, en fait. Et là, il y a une deuxième détonation. Alors, est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la seconde qui le touche? On ne sait pas trop. Ça fait que Michael rebrousse chemin jusqu'au bout de la rue parce qu'après, à droite, en bas, il y a sa copine qui habite. Monsieur Baudin, il s'échappe, mais par où, je ne sais pas du tout. Ça, je ne sais pas, par où il part. Et c'est là qu'il décède, en fait, sur le parterre, quoi. Xavier Baudin est interpellé par la police 2 heures plus tard et placé en garde à vue. Dans un premier temps, il nie. Les policiers ne trouveront jamais l'arme du crime, mais ils vont découvrir un vélo à proximité du domicile de Baudin. Une expertise permettra d'identifier l'ADN de Baudin sur le vélo. Il avouera le crime. Depuis 2 ans, toutes les semaines, Monique, la mère de la victime, se recueille sur la tombe de son fils. Elle est accompagnée de sa fille Christina et de Paggy, la tante de Michael. Alors quand il y a son anniversaire, voilà, alors on vient là. Alors on ne parle pas avec lui. Bon, moi j'étais là ce matin, j'ai parlé un peu, j'étais toute seule. J'ai parlé un peu, peut-être qu'il m'entend, hein. Mais quoi qu'il en soit, même s'il m'entend, j'aimerais lui dire que nous on sait qu'il n'a rien fait, on le sait. Voilà, c'est tout. Un jeune de 23 ans qui se retrouve là, ça, c'est pas le destin. Hein. Parce que le destin, c'est quand on meurt d'un accident ou alors, voilà, d'une maladie. Ça, c'est vraiment enlever la vie. En 2009, Xavier Baudin a été condamné en première instance par la cour d'assises de Metz à 18 ans de réclusion criminelle. Il a été condamné pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et non pas pour assassinat. Aujourd'hui s'ouvre son procès en appel à Nancy. D'un côté de la place, la famille de la victime espère que cette fois l'assassinat sera reconnu. De l'autre côté de la place, la famille du tueur présumé souhaite que la peine soit réduite. De ce procès, j'attends que la peine de 18 ans, elle baisse. Parce que moi, j'arrive pas à vivre avec mon père en prison. Je me dis, 18 ans, moi, tant que mon père il est pas dehors, je pourrais pas refaire ma vie, faire ma vie, quoi. Sincèrement, j'aurais jamais cru que ça nous arrive. Mais mon mari, sincèrement, c'est pas un meurtrier pour moi. Parce que je veux pas dire qu'il avait raison de faire ce qu'il a fait. Je comprends tout à fait le geste qu'il a eu. Je lui donne pas raison de ce qu'il a fait, mais le geste qu'il a eu, je le comprends. Parce que quand moi j'ai appris ce qui arrive à ma fille, j'étais bouleversée, j'étais anéantie, j'étais plus bien, aussi bien lui que moi. Les proches de la victime attendent aussi que l'accusé présente des excuses. Moi, je me sens confiante déjà. Il va être face à ses juges aujourd'hui, encore une fois. Et en espérant que cette fois-ci, il aura déjà quelques regrets, mais des regrets sincères, bien sûr. Pas du montage, quoi. Les familles entrent dans le palais de justice. L'audience va commencer. Xavier Baudin entre dans le box. Il a confié qu'il souhaitait profiter de ce procès pour exprimer des regrets à la famille de la victime. Son avocate est maître Dominique Beaupetit. Elle commence par expliquer l'enfance malheureuse de l'accusé. Xavier Baudin, et ça ressort de son histoire, a eu une histoire très très difficile, très douloureuse, avec un papa qui se suicide alors que lui n'a que 6 ans, une maman qui est également alcoolique, de la violence intrafamiliale, placé dans un foyer où il dira malgré tout que c'est 3 années où ça s'est très bien passé pour lui. Il va mal démarrer dans l'existence. À l'âge de 19 ans, qu'est-ce qu'il sait de la vie? Pas grand-chose. Aller boire des coups au café, faire la bagarre dans les balles, parce qu'à l'époque, on va au bal, hein, on est dans les années 85. C'est à cette époque que Xavier rencontre Sylvie. Il a 20 ans et cette rencontre va changer sa vie. Laura va naître rapidement. À partir de ce moment-là, Xavier va changer.
Il arrête de boire et se consacre à sa famille. Avec Sylvie, ils auront 2 autres enfants. L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président lui rappelle qu'il est connu des services de police. Xavier Baudin a déjà 10 condamnations à son casier judiciaire, dont 3 pour des faits de violence. Il est connu pour la violence, monsieur Baudin. Il est connu pour des vols, il est connu pour de l'escroquerie. Mais aujourd'hui, il est ici dans ce box des accusés pour assassinat. C'est pas rien, hein. C'est quand même une personne qui est dangereuse, hein. Il est très dangereux, Baudin, hein. Maître Demarque est l'avocat de la mère de la victime. Pour lui, il n'y a aucun doute, Xavier Baudin a bien eu l'intention de tuer Michael. Je pense qu'il s'est servi de cette arme qu'il a essayée, je pense qu'il l'a chargée, je pense qu'il est allé délibérément, et j'en veux pour preuve qu'il s'était muni d'une casquette sombre afin de ne pas être reconnu. Il est allé délibérément tirer un coup de feu, 2 coups de feu d'ailleurs, puisque le premier n'a pas atteint Michael Friss. Il a tiré un coup de feu dans la poitrine de dos de Michael Friss, à 2 ou 3 mètres, c'est la position qu'il avait tenue lors de la reconstitution et devant le juge d'instruction. Mon frère m'a toujours dit qu'il ne voulait pas faire ça. Il voulait lui briser les jambes, il ne voulait pas faire ça. Ça s'est mal déroulé, c'est tout. Pour Laura, son père n'est pas un meurtrier. Elle ne supporte pas qu'on dise qu'il est un homme dangereux. Mon père, c'est tout pour moi. Depuis que je suis née, c'est lui, il m'a tout appris. Il a toujours tout fait pour moi. J'ai jamais manqué de rien. Aujourd'hui, si à 20 ans je continue les études, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a poussée jusqu'au bout. Et encore aujourd'hui, il me pousse jusqu'au bout. Moi, mon père, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je peux l'aimer. C'est maintenant au tour de Laura de témoigner. La famille de Michael souhaiterait qu'elle dise à la barre qu'il ne l'a pas violée. Quand ce sera au tour de mademoiselle Friss Laura de parler à la barre, de déposer, qu'elle craque. Voilà. Parce que pour montrer justement parce que Michael a quand même l'image, c'est quand même l'image d'un violeur, quoi. C'est terrible, voilà. Mais si on arriverait à, enfin pas moi, hein, l'avocat bien sûr, s'il arriverait à la faire craquer et contredire, surtout contredire parce qu'il y a toujours moyen de contredire Laura, eh ben ça prouverait à beaucoup de monde que Michael est mort pour rien, quoi. Et c'est ça le pire, parce que Michael, il est mort pour rien. Il n'existe aucune preuve de ce viol. Le témoignage de Laura est donc capital. À la barre, la jeune femme maintient ses accusations. Elle raconte comment le viol se serait passé et termine en pleurant. Si j'en ai parlé, c'est avant tout pour mon père, pour que les juges et les jurés ils voient ce qui m'est arrivé, s'ils auraient pu se mettre à ma place. C'était extrêmement difficile. J'ai été presque jusqu'au bout. Et j'espère que ce ne sera plus jamais à refaire, parce que j'aimerais bien, malgré que ça restera dans ma tête, j'aimerais plus en parler. Elle se sent responsable du fait de ce viol qu'elle dénonce, du comportement de son père qui maintenant est incarcéré et jugé parce que Michael est mort. C'est terrible, on sent ce poids. Et moi je la voyais de face, elle avait un visage vraiment très marqué, presque de vieillarde par moment, alors qu'elle a pas 20 ans. Je pense que ça a été un témoignage très très fort. Maître Félicie, l'avocate de Christina et de Johnny, la sœur et le frère de Michael, pense que Laura s'est enfermée dans un mensonge. Je pense que cette jeune fille aujourd'hui porte une part de responsabilité énorme dans l'incarcération de son père. Elle est prise maintenant dans un jeu où il est impossible de sortir des déclarations qu'elle a faites. Venir minimiser ou dire que ça ne s'est pas passé comme ça viendrait quelque part à assassiner son père. Donc elle est aujourd'hui prise dans son propre jeu, prise dans ses propres déclarations. Je m'attendais quand même avec un petit peu plus de franchise. Parce qu'elle n'était pas franche, hein. Et puis faire pleurer, faire style qu'on pleure, et moi quand je pleure, je pleure. On demande une suspension d'audience, elle la refuse. Moi si j'étais à sa place à elle,
j'ai accepté justement cette suspension d'audience pour me remettre un peu les idées. L'après-midi est consacré au témoignage de la famille de Xavier Bodin. Il dénonce Michael comme un jeune homme violent. Il a lui aussi un casier judiciaire. Pourtant, pour sa sœur Christina, il n'avait rien d'un jeune homme agressif. Michael, c'est vrai qu'il avait un casier. Il a fait des conneries étant jeune. Il a volé des voitures, des petites bricoles. Il a déjà fait des bagarres, oui. Mais violemment, c'est pas lui qui va venir vers vous et que vous lui avez rien fait, il va vous taper. La famille Friss et la famille Bodin, ils ont toujours grandi dans un milieu, un contexte un peu violence et ça. Mais Michael savait quand même, après ces dernières années qu'il avait fait en prison, il a eu un bébé, il avait sa femme, son bébé. Et c'était rangé, Michael, il voulait plus aller en prison. Le dernier coup qu'il est sorti, il a dit plus jamais j'y retournerai. Hein. Il a dit maintenant j'ai ma femme, j'ai mon bébé, il était content et tout. Hein, Et je pense que c'était sincère. Il aurait il aurait peut-être encore fait, on va dire, une ou deux petites bêtises, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Hein. À la fin de cette journée, la tension monte entre les deux familles. Christina, la sœur de la victime, a fait savoir qu'elle voulait frapper Laura après le verdict. Regardez, j'ai un message de maman, c'est une de mes tantes. Que la Christina veut vous frapper après le délibéré, faites attention, je vous aime. Donc c'est un message que j'ai reçu de ma cousine. Laura et sa mère expliquent à Maître Beaupetit qu'elle préfère quitter le palais de justice. Est-ce que vous pourrez dire à mon père qu'on est tous partis pour, Oui. Pour lui. que lui Oui. soit tranquille. Voilà. Vous allez dire à mon mari que je Il le suis sait. bon courage, Oui, il le que sait. je suis très forte avec lui. Il le sait. Laura et sa mère décident même de ne pas revenir le lendemain pour l'énoncé du verdict. Dernier jour du procès. Aujourd'hui, la mère de la victime va être invitée à témoigner. Tu m'as dormi? Oui, ça allait. Son avocat, Maître Demarque, va tenter de convaincre les jurés que Michael a été assassiné et que Xavier Bodin a soigneusement préparé son crime. Ça fait 3 jours qu'il nous explique qu'il vivait dans la terreur de Michael Friss et il tente aujourd'hui de convaincre la cour et les jurés que cet homme qui lui a inspiré une telle terreur, il serait allé à son devant muni d'une arme dont il ne sait pas se servir, sans même savoir si elle est en état de marche. Ces explications, à mon sens, ne sont pas crédibles. Je pense que c'est un acte qui a été préparé. Dans ses réquisitions, l'avocat général affirme lui aussi que Xavier Bodin a prémédité son geste et qu'il avait bien l'intention de tuer Michael. Il demande à la cour et aux jurés de ne pas descendre en dessous d'une peine de 15 années de prison, car il estime au nom de la société que l'on ne peut pas se faire justice soi-même. Si ça descend, sincèrement, on sera déçus. Personnellement, moi, et pourtant je ne suis pas la maman de Michael Friss, mais sincèrement, je serais vraiment déçue. Alors, j'espère quand même que ça restera à 18 années. Pendant 4 heures, la cour et les jurés délibèrent. À 16 heures, le verdict tombe. La cour retient l'assassinat, mais condamne Xavier Bodin à 15 ans de réclusion criminelle, 3 ans de moins qu'en première instance. La famille de la victime est furieuse. Que ça restait à 18, on aurait compris, mais là que ça descende encore de 3, alors aujourd'hui, tout le monde peut prendre une arme, buter n'importe qui. Voilà. La mère de la victime décide de s'asseoir devant la porte où la camionnette de police qui transporte Xavier Bodin doit sortir. Je comprends pas ça. Oui, nous, on attend le procès, alors on avait qu'à de l'allumer tout de suite. La Laura, la Sylvie, on les crève tous. Voilà, et puis on prend 15 ans. Voilà. On fait justice nous-mêmes. Monique s'assoit sur la chaussée pour empêcher le camion de partir. Le commissaire de police, sa famille et son avocat tentent de la calmer. Même que je vais en garde je m'en fous. Tant pis. Ça n'a rien changé. Ah, fils de pute, ta grand-mère. Ouais, Monique, je veux pas que ça se passe mal, ça sert à rien. Allez, hop. Allez, vous faites du mal pour rien. Non, moi je fais le bordel pour rien, moi. Non, vous faites du mal. Vous faites du mal. Ouais. Non, mais je comprends que vous soyez déçu. Comme ça, il sortira Je pas, comprends que vous soyez déçu. Vivant, il sort pas, ce fils de putain. Oui, Tu vas voir, le fourgon est vide, il vient de partir dans une voiture. Bah non, quand même. Enlève-toi, ça sert plus à rien maintenant, tu vas pas bloquer un fourgon vide. Il l'a fait partir par là. On l'a fait partir par là-bas. Il l'a fait partir par là, moi, je les ai vus. Il y a le bagnole qui va te passer, là.
Le condamné est sorti par une porte dérobée. C'est un fourgon vide qui quitte le palais de justice de Nancy. Tu me fais confiance, il est dit. Oui, vas-y, c'est bon. Souvenez-vous, dans la nuit du 28 février, une tempête s'abat sur le littoral français. Xynthia est considérée comme l'une des tempêtes les plus violentes et les plus meurtrières du siècle. Elle provoque de gigantesques inondations en Charente-Maritime. Charon est un petit village de pêcheurs situé à un quart d'heure de La Rochelle. Les digues censées le protéger ont cédé. Aujourd'hui, Charon est toujours meurtri et garde des séquelles du drame. À l'extérieur, la maison de Daniel et Lionel Védrine ne porte pas les stigmates de la catastrophe. Mais à l'intérieur, l'inondation a tout détruit. Daniel n'a pas oublié cette nuit de cauchemar. Alors j'étais assise ici, mon chien était avec moi, et puis je regardais, j'écoutais, et je voyais le feu dans le ciel, parce que c'était pas l'orage, je sais pas ce que c'était exactement, il y avait des lumières rouges, et tout d'un coup j'ai vu de l'eau. Enfin, je me suis demandé au début si c'était de la brume, parce que je voyais pas trop bien. Je me suis dit, oh, c'est l'eau. Alors vite, j'ai couru dans la chambre. J'ai dit à mon mari, viens vite, il y a l'eau. Et le temps qu'on revienne, l'eau était montée déjà jusqu'au rebord de là. Voilà. Daniel et Lionel engagent aussitôt des travaux pour réparer les dégâts. Mais 6 semaines après la tempête, le préfet vient apprendre une très mauvaise nouvelle aux habitants de Charon. Bonsoir à tous. N'importe quoi! Le couperet vient de tomber. Dans une atmosphère extrêmement tendue, le préfet annonce qu'à Charon, 150 maisons seront rasées. Monsieur le préfet, dans 2 ans qu'il sera plus là, il en a rien à cirer. Il sait bien qu'il n'y a pas d'argent pour donner aux gens. Hein? Ils le savent bien, tout ça. Le préfet de Charente-Maritime quitte la salle sous les huées. Ce jour-là, Daniel et Lionel réalisent qu'ils vont perdre leur maison. On a appris qu'on était en zone noire, zone dite solidarité, donc on a été obligé de tout arrêter les travaux. Avec l'aide de leur ami Daniel Courcy, expert auprès des assurés, ils comptent se battre pour garder leurs biens. Ils pensent avoir un argument. L'ironie du sort a voulu que leur maison soit située en bordure de zone noire. La maison qui est là, on va la remettre de l'autre côté. L'État, le préfet, a décidé que c'était pile à ma maison. Hein, là, voilà. Et que là-bas, c'était zone neutre. Alors, évidemment, bien sûr, ils nous disent il faut des limites, il faut des barrières. Mais enfin, bon, vous voyez ce que c'est. C'est là qu'on demande le cas par cas. Et c'est ce qu'ils nous avaient dit au début. On va faire du cas par cas, on viendra voir les maisons. Et là, on n'a jamais eu de cas par cas. Hein, notre maison, elle est en zone noire, et puis voilà. Et on va faire construire, je vous dis, juste à côté. Alors, il n'y a pas plus de danger ici que là. C'est inhumain. Voilà mon pressentiment personnel, et ce qui est le pressentiment de presque toute ma clientèle. Donc c'est pour ça que nous, on est venus à se décider de se battre. Je me battrai également pour mes clients parce que c'est mon métier. Je ne suis pas là uniquement pour défendre leur dossier, prendre de l'argent, laisser tomber. J'irai avec eux jusqu'au bout. Moi, je veux rester chez moi, c'est tout. Depuis le drame, Daniel et Lionel vivent chez leur fils cadet. Mais pour eux, il n'est pas question d'abandonner leur maison. J'y viens tous les jours. J'y viens tous les jours avec mon petit chien pour voir, pour aérer, parce que je me dis que c'est pas possible, on peut pas nous détruire notre maison. On va y rester. C'est ce que je me dis. Voilà. Pourquoi vous voulez absolument y rester? Parce que c'est comme ça, c'est ma vie. Je me suis fait ma vie ici et je veux pas partir. Il y a eu ce rein de marée, mais bon, ça se reverra peut-être plus jamais. Hein? Ou peut-être ça se reverra, mais bon, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Voilà, c'est comme ça. La famille est doublement touchée par le drame. La maison était aussi le siège de l'entreprise familiale. Lionel et ses 2 fils dirigent une société spécialisée dans la préparation des moules sous vide. Donc voilà, là on va rentrer dans le laboratoire. Enlever le pied de la moule. La tempête a inondé le laboratoire attenant à leur habitation.
détruit toutes leurs machines et stoppe net leur activité. La saison des moules reprend dans quelques jours, mais ils ne savent toujours pas s'ils peuvent reconstruire leur local technique. Est-ce qu'on sera prêt, nous, en temps voulu? Il n'y a plus qu'un jour. Michael? Non, mais c'est pas le problème. Le problème est qu'on ne veut pas refaire les travaux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on va être détruit ici ou pas. Non, ici, vous ne serez pas détruit. Non, mais le problème, c'est que ça sert à rien de faire les travaux si on ne doit plus habiter ici. L'atelier, il est intéressant ici parce qu'on habite ici. Si on doit être déménagé de l'autre côté, on casse le truc, on fait les ouvertures de l'autre côté. Michael, le fils aîné, a un autre problème. À 100 mètres de chez ses parents, la maison neuve qu'il habitait depuis 2 ans se situe elle aussi en zone noire et doit être rasée. L'État propose de la lui racheter. Il a donc pris rendez-vous avec un notaire pour faire estimer son bien. C'est Marc. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, maître. Mais encore une fois, le notaire n'amène pas vraiment de bonnes nouvelles. Oui, j'ai une piscine, ouais. Chauffée, ouais. Grosso modo, les maisons récentes, on est en standing moyen, entre 1800 et 2000 euros du mètre carré habitable. La maison de Michael est donc estimée à 400 000 euros. Le problème, c'est qu'elle lui en a coûté 600 000. 400. Et moi, j'ai ma maison, ça fait 2 ans. Et je m'assois sur plus de 200 000 euros, c'est négatif. C'est clair et net. C'est pas possible. Dernier recours pour la famille Védrine. Comme pour les autres sinistrés, une procédure judiciaire contre l'État. Pour ça, les victimes de la tempête ont fait appel à un célèbre avocat, Maître Collard. Ils placent tous leurs espoirs dans ce ténor du barreau. C'est trop facile de dire les responsables, ce sont les gens qui habitent là, qui doivent partir, qu'on doit chasser. Moi je dis, mais si vous aviez fait votre boulot, si les digues avaient tenu, si là où il n'y avait pas de digues, il y en avait eu, le drame, il ne serait pas arrivé. Des dizaines de personnes se sont déplacées. Comme Daniel et Lionel, toutes les familles espèrent éviter la démolition et retrouver très vite leur maison. Gilbert Collard va leur dévoiler sa stratégie pour tenter de faire reculer l'État. Bonjour d'abord. Aujourd'hui, 2 mois après pratiquement le drame, la solution, ce serait de déraciner ceux qui ont été déjà déracinés par la tempête. La solution, c'est cassez-vous. Oubliez la casse dont vous avez souffert et cassez-vous. Trop facile. Alors que des questions très importantes se posent, auxquelles vous êtes tous en droit d'obtenir des réponses. Le principal responsable de ce drame, l'État des digues. Qu'est-ce qu'on a fait des subventions? Qu'est-ce qu'on a fait pour les maintenir en état de résister à la furie des flots? On ne peut quand même pas faire l'économie de cette question. Si, comme je le crois, l'entretien des digues n'a pas été ce qu'il devait être, si, comme je le crois, les digues n'ont pas été placées où elles auraient dû être placées, ça porte un nom que le droit pénal connaît. Ça s'appelle la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Si aujourd'hui il faut partir, pourquoi hier on y était? Et il faudra quand même qu'on réponde à cette question. Alors soyez rassurés, tous les recours qu'il faudra engager pour empêcher votre déménagement, on les fera. Vous n'êtes pas encore chassés. Voilà. Et tant qu'on sera là, on fera tout ce qu'on peut pour l'éviter. La procédure pour mise en danger de la vie d'autrui devrait bientôt être lancée. Daniel et Lionel espèrent qu'elle leur apportera rapidement une solution. Mais pour moi, j'ai trouvé l'intervention de Maître Collard très positive. Maintenant, je pense qu'il a des idées derrière la tête. C'est un homme d'action. Donc, je pense qu'il est prêt à nous aider. Et puisque maintenant il va y avoir une procédure, ça va durer des années et des années. Moi je pense que maintenant il faut prendre le taureau par les cornes et puis faire nos travaux et puis pouvoir habiter dans notre maison. Et je pense que là on ira mieux. Le mieux c'est de vous donner rendez-vous dans un an. Pour l'instant, à Charon, 153 maisons doivent être rasées.
Sur ces images, les premiers paniers d'une star mondiale du basket, Tony Parker. Nous sommes en 1994, le futur champion de la NBA s'entraîne avec ses frères, il a 12 ans. Chicago contre San Antonio. Ok. La femme qui le filme, c'est Christiane de Bieuvre. À l'époque, elle était voisine de la famille Parker en Normandie. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, Christiane réclame 800 000 € de droits sur cette vidéo et a assigné Tony Parker devant la justice. Je suis là pour assister à la séance de plaidoirie pour une affaire qui m'oppose à la famille Parker, Tony Parker Senior et son fils Tony Parker, au sujet d'un film que j'ai tourné, dont je suis l'auteur et dont je revendique les droits et qu'ils me contestent. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir quelques années en arrière, en 1994 à Canteleu, près de Rouen. C'est ici que vivait Christiane avec ses 3 enfants. Voici le terrain au pied de sa résidence où elle a filmé Tony Parker quand il avait 12 ans. À cette époque, Christiane et la famille Parker sont voisins. Leurs enfants jouent au basket ensemble. C'est en 1993 que Tony Parker Senior, par hasard, a rencontré mon fils. Il venait sur Canteleu sur Rouen pour faire une opération basket. Il rencontre mon fils par hasard. En fait, il cherchait à être logé parce qu'il n'avait pas de connaissances sur Rouen. Mon fils lui dit, maman a un grand appartement, tu n'as qu'à venir t'installer chez nous, c'était pour 15 jours à Pâques. Donc là, on s'est connus, on est devenus amis, et puis bon, là, il m'a parlé de ses enfants, de son divorce et tout, et puis bon, moi, je l'ai aidé à s'installer, puis bon, après, il a continué à fréquenter la maison, à venir régulièrement aux fêtes de famille. Donc les enfants venaient en vacances avec Pamela chez moi, ou avec Tony, enfin bon. Et puis après, je les ai gardés assez souvent, parce que Tony faisait des déplacements et tout, donc je les prenais, soit sur des petites vacances, soit sur des week-ends. Donc ça a duré de 93 à 96. Le 6 mars 1994, Tony et ses frères viennent avec leur mère Pamela passer quelques jours de vacances chez Christiane. C'est ce jour-là qu'elle tourne cette vidéo, avec son petit caméscope. Donc là, c'est mon parking. Donc là, il y a Pamela, il y a Pierre, là, qui est le petit. Et puis là, c'est Terence qui est en noir et Tipeee qui est en blanc et noir et rouge. Tipeee, c'est Tony Parker. Christiane offre une copie de ces images aux parents de Tony. Le match est Chicago contre San Antonio. Ok. L'équipe de San Antonio, les Spurs, sera l'équipe de Tony 7 ans plus tard. Il réalise son rêve d'enfant. Avec eux, il sera champion de la NBA à 3 reprises. En 2001, Christiane découvre les images qu'elle a filmées à la télévision. Un reportage sur Tony Parker reprend l'extrait pour retracer le parcours du champion. C'était souvent d'actualité, puis bon, à chaque fois qu'il était interviewé, on repassait. C'était je dirais, la décoration de l'émission, sans doute. Et jamais, à aucun moment, il a dit j'étais chez quelqu'un que j'aimais bien, ou c'était des bonnes vacances. Enfin, jamais. Ça a été nié. C'est un film dont je suis l'auteur, de toute façon. Et puis en plus, c'est ma propriété, quoi, je veux dire. Et c'était chez moi, en plus. En découvrant les images, Christiane décide d'écrire à la famille Parker pour demander des dommages et intérêts. Elle estime avoir des droits d'auteur sur cette vidéo. Elle réclame d'abord 100 000 $, mais sa lettre reste sans réponse. D'abord, j'ai contacté Tipeee par mail. J'ai écrit à son père que j'avais une adresse à Chicago. J'ai pas été prise au sérieux, on va dire. Et là, j'ai lancé la procédure. Christiane assigne Tony Parker et son père devant le tribunal de Paris. Cette fois, elle réclame 800 000 €. Une somme très importante, justifiée selon elle, car cette vidéo a été depuis diffusée à de nombreuses reprises par les chaînes de télévision. Mais selon l'avocat de Tony Parker, la procédure pourrait se retourner contre Christiane. Si on suit le raisonnement de Madame de Bieuvre jusqu'au bout, elle a réalisé un film qu'elle considère être une œuvre avec Tony Parker, donc elle aurait dû obtenir une autorisation de diffusion de la part des parents de Tony Parker, puisqu'il était alors mineur, et sans autorisation de diffusion, à ce moment-là, elle viole les droits de Tony Parker, et Tony Parker est en droit de lui demander des dommages et intérêts, ce qu'il a fait dans le cadre de cette procédure. Tony Parker demande à Christiane 20 000 € pour avoir violé son droit à l'image. Mais Christiane n'en veut pas au champion, elle garde l'espoir d'obtenir une compensation. Pour moi, c'est la conclusion
de 8 ans de démarche pour faire connaître ce que j'avais à dire par rapport à ça, pour me faire reconnaître dans mes droits. Et après, je sais pas. Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement d'un tas de choses. Mais... L'affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue le 4 juin. Des centaines de femmes disparaissent chaque année en France. Des disparitions qui font régulièrement la une des journaux. Je donnerai ma vie pour avoir ma fille dans mes bras. Leur absence plonge les familles dans une immense détresse. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce qu'elle me manquait. Voici l'histoire de Bérénice, Fatima et Marie-Hélène, 3 jeunes femmes parmi beaucoup d'autres qui ont disparu sans laisser de traces. Bérénice avait 25 ans. Elle était aide-soignante. Elle a disparu il y a tout juste 1 an, le 4 mai 2009, dans la région de Cholet. Sa mère ne s'est jamais remise de sa disparition. Ça fait 1 an que j'ai pas touché ma fille. C'est énorme. Ce manque est énorme. C'est ici, dans ce village, à 20 km de Cholet, sur ce parking, que Bérénice a été aperçue pour la dernière fois. 2 jours plus tard, le 6 mai 2009, la mère de Bérénice reçoit un coup de fil qui va changer sa vie. On lui annonce que sa fille ne s'est pas présentée à son travail. Quand l'agence d'intérim dont dépendait Bérénice a téléphoné, je me suis pas totalement inquiétée, mais j'ai trouvé que c'était pas normal. J'ai pensé qu'elle était peut-être malade. Mais si elle avait été malade, elle aurait prévenu l'agence d'intérim comme quoi elle était malade. Et elle nous aurait prévenus. Donc là, l'angoisse, qui n'était qu'une inquiétude au début, est devenue vraiment une angoisse. Donc après, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé tous les frères et sœurs, les autres enfants, et j'ai commencé à téléphoner à Angers, à la gendarmerie, aux hôpitaux, et je n'ai eu que des réponses négatives partout, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait rien. Rien ne laissait présager d'un tel drame. Le soir de sa disparition, Bérénice envoie un SMS à son père. C'est son dernier signe de vie. Coucou mon père, je peux venir déjeuner avec toi jeudi? Point d'interrogation. Bisous, je t'aime. Et c'est le style de ce qu'elle m'envoyait quand elle voulait quelque chose, quoi. La police ouvre une enquête pour disparition inquiétante et commence les recherches avec l'appui de la gendarmerie. Des battues sont organisées. On ne retrouve aucune trace de la jeune femme. Bérénice a disparu alors qu'elle était au volant d'une Mégane verte. La voiture n'a jamais été retrouvée. Je voudrais vraiment qu'on retrouve la voiture, parce que la voiture parlerait. Et la voiture parlant, ça nous permettrait certainement d'aller jusqu'à Bérénice, où qu'elle soit. Le frère de Bérénice, Clotaire, n'abandonne pas lui non plus. Il utilise les réseaux sociaux sur Internet pour lancer un avis de recherche. Vous voyez, dans le groupe, là, on est pratiquement 12 000. On n'est pas loin de 12 000 et je ne m'attendais déjà pas à autant de personnes. Le but, à l'origine, c'était vraiment d'informer. Il s'avère qu'ensuite, Facebook a servi à faire les battues, parce qu'il y a des battues qui avaient été organisées, donc ça a permis de pouvoir organiser justement tous ces types de battues. Après, c'est plus devenu plutôt des messages de compassion, des messages de soutien. Et à l'heure actuelle, c'est plus ça, en fait. Bérénice était une jeune femme pleine de vie et de projets. Proche de sa famille, débordante d'activités, elle faisait partie d'une ligue d'improvisation. Sa mère n'imagine pas un seul instant qu'elle ait pu disparaître volontairement. Elle est comme ça. Elle sourit tout le temps. Elle est hyper pétillante. Elle a tout le temps une idée qui n'attend pas l'autre pour faire la fête, pour faire des surprises. Elle est pleine de vie. C'est pour ça qu'une disparition, ça ne lui correspond pas. C'est pas elle. Éprise de liberté, Bérénice avait choisi de vivre dans une camionnette. Donc voilà le camion dans lequel vivait Bérénice. Donc elle dormait dedans. Pourquoi elle dormait dans un camion? C'était un choix pour l'intérim. Comme ça, elle pouvait se déplacer n'importe où. Elle avait sa maison avec elle, quoi. Ah bah c'est son petit camping-car, quoi, qu'elle avait confectionné. Ses meubles, Elle avait la gazinière. Elle avait même un chauffage. Mardi dernier,
1 an après la disparition de Bérénice, une marche du souvenir est organisée. Entre douleur et espoir, une centaine de personnes, proches et inconnues, accompagnent la famille de Bérénice pour montrer qu'ils n'ont pas oublié la jeune femme. Je vous remercie beaucoup tous pour Bérénice d'être venue. Je sais qu'elle est dans le cœur à plein de monde qui la connaît, qui l'a connue. Elle est dans notre cœur à nous tous tout le temps. Mais je vous remercie beaucoup. Il y a eu une marche blanche, il n'y en aura pas d'autre. Parce qu'on ne va pas faire un anniversaire annuel. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce genre de choses, ça ne sert à rien. Mais c'était très important qu'on le fasse aujourd'hui. Je vous remercie tous beaucoup. Vraiment, je ne vous remercierai jamais assez. Merci à vous. On y va ? Mais c'est loin de la foule, de retour à la maison, que l'absence de Bérénice se fait sentir cruellement. Aujourd'hui, ses parents ont perdu l'espoir de la revoir en vie. J'espère qu'une chose, c'est qu'on va retrouver son corps quelque part. Son corps? Son corps, oui. Non. Moi non, puisque Bérénice était telle qu'elle aurait trouvé un moyen pour nous contacter. Elle ne serait pas restée 1 an en nous laissant comme ça dans l'ignorance. On m'a amputé quelque chose de vital et comme tous les membres amputés, ça fait très mal. Et même 20 ans après une amputation, vous avez toujours aussi mal aux membres qui sont amputés. Moi, on m'a amputé d'un des 5 éléments les plus importants de mon existence. Je donnerai ma vie, et c'est pas des mots, je donnerai ma vie pour avoir ma fille dans mes bras. Mais j'apprends à vivre avec un membre amputé. À Marseille, Fatima a disparu il y a 2 ans. Elle avait répondu à une annonce sur Internet pour faire du babysitting et avait rendez-vous à la station de métro Malpasset. Personne ne l'a jamais revue. Sa famille et son fiancé, Mehdi, se mobilisent aussitôt pour partir à sa recherche. Affiches, patrouille en voiture dans les rues de la ville. Mehdi ne lâche pas prise une seule seconde. J'ai espoir de la trouver comme ça, en fait, cherchant à droite, à gauche, peut-être de trouver son sac par terre, son téléphone, quelque chose qui pourrait nous faire avancer dans les recherches. Mais ces recherches restent vaines. De retour à la maison, avec la famille de Fatima, il continue d'attendre le moindre signe. Nous sommes 12 jours après la disparition de la jeune fille, et soudain le téléphone sonne. Shkunta. Fatima. Oui, warakum. Allô? Vous venez de recevoir un appel? Oui, c'est elle. Elle est où? Je sais pas pleurer. On m'a dit, je suis petit, moi. Mohamed est certain qu'il s'agit de sa fille. Il se précipite sur les lieux de sa disparition. Plein d'espoir, Mehdi court le rejoindre. Il est persuadé de retrouver sa fiancée. Je suis Mehdi, vous êtes où? Moi aussi, mais vous êtes où à Malpasset? Mais l'espoir est de courte durée. Aucune trace de Fatima. Pourtant, Mohamed était persuadé d'avoir reconnu la voix de sa fille. Elle vous a dit quoi dans le truc? Elle s'est soufflée. Après, qui êtes-vous? Elle m'a dit, c'est moi Fatima, c'est tout. On a de l'espoir, mais on ne sait jamais. On a de l'espoir. C'est ça qui vous fait tenir, c'est l'espoir? Oui, c'est l'espoir. Quelques jours plus tard, Mehdi apprendra qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise plaisanterie. Concernant l'appel, il s'agissait en fait d'un canular. C'est des petits qui voulaient s'amuser. Les auteurs de ce canular ont été identifiés par la police. Ce sont 2 adolescents, ils ont été mis en examen. Aujourd'hui, 2 ans après sa disparition, Fatima n'a toujours pas donné signe de vie. Mais sa famille la cherche toujours. Comme les parents de Marie-Hélène. Cette jeune niçoise n'a plus donné de nouvelles depuis plus de 19 ans. Représentante en pharmacie, elle n'est jamais rentrée de sa tournée entre Monaco et Cagnes-sur-Mer. C'était le 21 mai 1991.
À l'époque, ses parents, Jacques et Annie, ont tout tenté pour la retrouver. Affiches, patrouilles, ils n'ont pas hésité à investir l'équivalent de 300 000 € pour retrouver leur fille. Dès les premières heures, nous avons recherché la voiture et ma femme même a fait des circuits en hélicoptère dans les endroits où on ne pouvait pas passer. Ils vont même participer à plusieurs émissions de télévision. Ce n'est pas un chiffre. Il n'y aurait qu'une personne à retrouver, qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour la retrouver. Ça a été important pour vous, l'impact médiatique de ces émissions ? Mais bien sûr, c'est toujours important parce qu'on a l'espoir qu'un témoin va se manifester. On a l'espoir qu'on va avoir un élément qui va nous amener à relancer l'enquête et à connaître la vérité. Malgré les années qui passent, Annie et Jacques ne veulent pas renoncer. Ouais, la seule chose qui m'importe, c'est de savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène ce 21 mai 1991. C'est le plus important, c'est la vérité. Pour les parents, pour tous les parents, c'est la vérité. La vérité, même difficile à entendre, est le dernier espoir pour les proches de pouvoir un jour faire leur deuil. En France, chaque année, 1500 personnes disparaissent sans explication. La plupart sont des femmes.